Bonjour et merci d'être venu. Donc, commencer une réunion de débat de l'initiative communiste ouvrière, section du Nord, sur la question quelle démocratie au travail. On va essayer de faire une petite présentation. Je pense que bien trop long, vous faites des grands signes en disant mais il faut que tu arrêtes. Et puis après, on va en discuter tout tranquillement. C'est simplement de fixer les termes du problème ou du débat. On est dans une société où on nous explique quotidiennement que la démocratie et le libéralisme, ça fonctionne parfaitement ensemble. Bon, soit, jusque-là tout va bien. On nous explique que le libéralisme, ça fonctionne grâce à la liberté des entreprises. Jusqu'ici, tout va bien. Mais par contre, que les entreprises, elles, ne doivent pas être démocratiques. Effectivement, on est dans une situation un peu étrange où, dans notre vie, on vit bon an, mal an dans un système qui se veut démocratique. On peut avoir tout un tas de critiques sur comment il fonctionne, mais c'est son ambition. Et dès qu'on met les pieds dans l'entreprise, public, privé, c'est à peu près indifférent de ce point de vue-là, on arrive dans une forme d'autocratie. Forme qui ne déparerait pas sous l'Ancien Régime. Et en plus, on a un discours qui est exactement celui qu'on avait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire de nous dire, finalement, il n'y a pas d'autres possibilités. Alors, on n'en est plus tout à fait au droit divin, on n'est pas au patron de droit divin, encore que chez certains, c'est pas si clair que ça. Et ça a été dit au XIXe siècle, le patron pouvait être de droit divin. Là, on est plutôt dans, c'est un droit qui lui est conféré par le fait qu'il est propriétaire. Alors qu'il soit propriétaire à titre individuel ou en tant qu'actionnaire. Aujourd'hui, dans les grandes entreprises, c'est plutôt en tant qu'actionnaire. Mais le fait d'être riche et souvent d'être riche lui confère un droit d'autorité, de hiérarchie, sur l'ensemble des salariés. Et on retrouve en décalque dans le public, d'une certaine façon. Alors là, effectivement, on peut avoir des gens qui sont élus, contrairement aux actionnaires, mais dans la façon de fonctionner, on est toujours dans un système extrêmement hiérarchique. Ils le savent, ils le justifient, et en même temps, ils sont souvent gênés vis-à-vis de ça, parce qu'il y a eu des critiques qui sont presque aussi liées que le capitalisme sur cette absence de démocratie sur le milieu de travail. Et il y a eu des alternatives qui ont été proposées presque simultanément avec l'apparition du capitalisme. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu se développer, c'était particulièrement vrai ces dernières années, tout un tas d'idées d'un capitalisme populaire, d'actionnariat salarié, en même temps pour le banque, il y a ce choix en management. L'idée que, il faudrait quand même écouter un petit peu ce qui se passe à la base. Finalement, peut-être que les salariés, ils savent faire leur travail et qu'ils ont une idée sur ce qui s'y passe. Mais ça se heurte en permanence au principe hiérarchique, au fait que, in fine, c'est toujours en haut que ça se décide, et ça redescend, et il faut exécuter. Et encore, on est dans une période où s'est développé tout un discours antitotalitaire, très bien. Après tout, ce discours il puise largement ses origines dans nos productions, à la gauchiste léninienne, donc on pourrait s'en satisfaire. Sauf que dans son fonctionnement quotidien, l'entreprise a tendance à reprendre un certain nombre du principe du totalitarisme. Cette forme de contrôle permanent des salariés. J'ai lu récemment dans le journal une entreprise qui s'amuse à mettre des puces sous-cutanées à ses salariés. C'est quelque chose qu'on est en train de voir apparaître. Mais ça peut être du contrôle des mails, du contrôle des présences, un système de contrôle permanent, typiquement totalitaire, un système de hiérarchie très très forte, un système bureaucratique qui n'est pas propre au public. Pour le coup, les grandes entreprises développent exactement les mêmes styles de bureaucratie que le public. Donc, on a tout un tas de choses qui semblent l'apanage des systèmes totalitaires, mais finalement qu'on retrouve au quotidien dans l'entreprise.
pour se dire, voilà, je rentre dans l'entreprise, j'entre dans un monde totalitaire, j'en sors, je suis dans un monde qui se veut démocratique. Et on voit bien les failles de cette démocratie-là, elles sont liées à ça. Quand on constate justement que plus les gens sont bas dans l'échelle de l'entreprise, moins ils y ont d'autonomie, moins ils votent. Ça se vérifie à peu près systématiquement. C'est encore plus vrai des gens qui sont complètement exclus du système, mais je pense qu'il y a un lien très très fort entre ces deux questions. C'est logique, on ne peut pas être en démocratie à mi-temps. On ne peut pas être en démocratie à temps partiel. Donc, je disais tout à l'heure, la critique de cette absence de démocratie, elle a été formulée depuis très très longtemps. Les premiers mouvements coopératifs, les mouvements par exemple initiés par Owen en Angleterre, on est dans les années 1830, 1840, c'est-à-dire on est au tout début de l'émergence du capitalisme industriel. Et en France, on voit au fur et à mesure que le capitalisme se développer en contre-proposition des systèmes coopératifs, avec un certain nombre de défauts, avec des difficultés de fonctionner, avec le fait qu'elles sont immergées dans un monde capitaliste et donc elles ont tendance aussi à devoir survivre dans le marché avec les mêmes règles que le marché, mais donc, cette contre-proposition, elle a existé dès le départ. Et puis on l'a vu après se développer avec les idées de conseil ouvrier, avec les idées d'autogestion. Ça a porté tout un tas de noms historiquement, mais on revient toujours plus ou moins à la même idée. Les gens qui travaillent, ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font, ils savent comment le faire, et ils savent très bien comment on pourrait diriger l'entreprise. Et ils n'ont pas besoin des patrons ou des actionnaires pour le faire. Donc, c'est cette question-là qui est centrale aujourd'hui et qu'on retrouve systématiquement quand on parle, par exemple, de souffrance au travail, quand on parle de risques psychosociaux. En réalité, dans une grande majorité des cas, je ne dirais pas dans tous, il y a des exceptions, il y a des cas plus complexes, mais dans une grande majorité des cas, c'est bien un problème avec ce système de hiérarchie, avec ce système autoritaire. Donc fondamentalement, si aujourd'hui on veut diminuer le stress au travail, diminuer les risques psychosociaux, la question de la hiérarchie, la question de qui décide dans l'entreprise, elle se pose. Et aussi la question de la finalité. Là, les adeptes des techniques de management savent très bien tout ça et reconnaissent aussi que la perte de sens dans le travail, c'est quelque chose qui impacte les salariés, même dans des boulots qui ne sont pas terribles en apparence. Je ne parle pas forcément d'être dans les mines de terre rare en Chine ou dans des pays d'Afrique centrale. Mais dans n'importe quel boulot de bureau, même avec des relativement bonnes conditions, ces questions-là de perte de sens dans le travail, elles se posent. Mais là encore, si on ne décide de rien, si on est dépossédé de toute la vie sur le travail qu'on fait, si on est en permanence en train d'exécuter quelque chose qui a été décidé complètement en dehors de soi, eh bien effectivement, au bout d'un moment, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait, on n'en sait rien, et c'est redoutable pour la personnalité. Et quand on s'aperçoit que finalement, on a soit une idée de l'utilité sociale, tant les familles, des collègues qui disent, un de nos camarades qui me disait, moi je fais rouler des trains. Ça a une utilité sociale. Le boulot que je fais, même si c'est dur, même si je travaille la nuit, etc., mais on transporte des choses qui arrivent à un moment, qui sont utiles à l'ensemble de la société. Des gens qui se trouvaient dans des situations un peu étranges, une amie qui travaillait dans des centres d'appel, qui a fini par se faire virer, parce qu'elle disait, mais moi j'ai envie d'aider les gens. Effectivement, dans la logique d'un centre d'appel, on n'est pas là pour aider les gens. On est là pour obtenir tant de ventes, placer tant de produits, et à la fin, réaliser tant de bénéfices. Donc la logique des bénéfices, la logique du profit,
elle vient non seulement complètement annihiler toutes ces possibilités démocratiques et toutes ces possibilités de sens du travail, mais aussi, du même coup, eh bien, ça a une violence qui est exercée sur les personnes. Dès que tout ça a une longue histoire, mais justement, à un moment, il faut se poser la question de comment on formule les contre-propositions. Ça a été formulé comme coopérative, ça a été formulé comme conseil ouvrier, même si justement il y a une nuance, parce que la question c'est aussi quel est le lien entre l'entreprise et la société. Ça a été formulé comme autogestion, c'est un mot qui a été très à la mode dans les années 50, 60, 70, sauf qu'il était très à la mode dans des milieux syndicaux et qu'en dehors, tout le monde c'est l'autogestion, ça a un rapport avec les voitures, donc il y a eu du mal à passer aussi. Et aujourd'hui, semble, dire que parler de démocratie dans l'entreprise, dans un monde où on parle de démocratie en permanence et où les gens se rendent compte de la démocratie assez facilement, où on entend l'expression on est en démocratie, eh bien, c'est une façon positive de formuler. Après, qu'est-ce que ça signifie? Il y a quelques éléments principaux. C'est le fait effectivement qu'on n'a pas besoin d'actionnaires. Il faut s'en débarrasser physiquement. Il faut leur dire à un moment, ben voilà, vos titres ne valent rien. Vous n'avez plus de droit de propriété sur l'entreprise et encore moins de droit sur le travail des gens qui y travaillent. Ça veut dire du coup que les responsables de l'entreprise, quelle que soit la taille, bien, ils sont élus. Après tout, on élit des maires, on élit des conseillers généraux, départementaux, régionaux, des députés, des présidents de la République, on élit des responsables associatifs, des parents d'élèves, il y a des élections professionnelles, on passe notre temps à élire, mais sur ce qui est souvent notre activité principale dans l'existence, on n'élit pas. Donc là, il y a un premier point qui est effectivement typiquement démocratique. Je ne crois pas que la démocratie se limite à l'élection, mais ça en fait quand même sérieusement partie. Et d'autre part, c'est pas seulement élire les dirigeants au sommet, alors dans une petite entreprise, la différence entre les deux se pose assez peu, mais dans une très grande entreprise, ce qui est l'équivalent du conseil d'administration, même s'il est élu, il reste loin, c'est aussi la question d'élection des encadrants. On a sans doute besoin de niveau de coordination, c'est souvent utile. Est-ce que ça a besoin d'être une hiérarchie descendante, quelque chose qui part du sommet et qui vise à l'exécution? Après tout, même des choses aussi typiquement hiérarchisées qu'une armée ont pu, à cette période de l'histoire, fonctionner sur l'élection des officiers. Les armées républicaines de 1792, l'armée qui a gagné à Valmy, les officiers étaient élus. Et ce n'est pas la seule armée qui a eu des officiers élus. Alors, si on peut élire des officiers, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas élire des encadrants? Ça ne veut pas dire que tous les encadrants sont des salauds. Ça veut dire que justement, s'ils font bien leur travail, s'ils savent être en contact de leur équipe, pas de raison qu'ils ne soient pas élus. Il faut prendre les choses relativement simplement, sans les dramatiser, mais ça permet de poser complètement différemment la relation. La personne n'est plus un chef qui donne des ordres, c'est quelqu'un qui a été mandaté par les gens avec qui il travaille pour coordonner le travail, pour le répartir, pour se coordonner avec d'autres services, d'autres départements, le cas échéant, etc. Et ça change complètement la relation qu'on peut avoir. Ça, c'est quelque chose qui, en général, même dans les coopératives, n'existe pas. On a beaucoup d'entreprises coopératives. En Europe, c'est des milliers d'entreprises coopératives. Mais la plupart du temps, elles ont simplement cette élection de la direction. Elles n'ont pas forcément d'élection des encadrants. Ça, c'est les deux parties de la proposition. Après, la question qui se pose naturellement, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Ce n'est pas une question simple, mais la première chose, c'est que faire ça, ce type de discussion, populariser l'idée, montrer que c'est quelque chose qui est relativement simple, relativement naturel, d'une certaine façon,
qui n'est qu'une extension de tout un tas de principes qu'on connaît bien. La moitié des Français sont membres d'une association, donc tout le monde sait à peu près ce que c'est d'élire son président d'association. On élit effectivement des responsables à différents niveaux politiques. On a des élections professionnelles, on a déjà des votes dans l'entreprise. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau ni d'extraordinaire, mais on peut le mettre en place. Est-ce qu'on peut le mettre en place dans toutes les entreprises de France et de Navarre ou d'Europe? Je préfère parler à l'échelle européenne d'un seul coup. Ça se discute. Mais au moins, les entreprises, mettons les entreprises qui pas par action, donc les grandes entreprises, c'est quelque chose qui est possible. Les gens ont l'habitude de ça. Les élections professionnelles mobilisent le monde, les sections syndicales existent, etc. Dans les entreprises plus petites, peut-être que ça peut se mettre en place, cette discussion, de manière plus progressive. À l'Initiative communiste ouvrière, au Congrès, on a fait des propositions là-dessus qui sont relativement simples. C'est de dire la démocratie dans l'entreprise, au sens de l'élection des dirigeants, c'est tout de suite pour les entreprises par action, qui n'ont pas un propriétaire bien identifié. Pour les autres entreprises, tata de PME ou de TPE, ça peut se faire autrement, ça peut se faire après le décès du propriétaire actuel. L'entreprise n'est pas transmise, elle est transmise aux salariés. Ça peut être au moment de son départ en retraite, il souhaite qu'il puisse avoir une retraite et partir avant son décès. Ça peut être, dans certains cas, sur une volonté exprimée par les salariés. C'est des vraies questions, parce qu'il y a des entreprises où les gens ne se sentiront pas forcément d'y aller, surtout dans des petites entreprises, en disant comment je vais gérer ça, etc. Donc ça s'apprend aussi, cette question-là. Ça peut être éventuellement dans le cas d'une cession. Le patron décide de se débarrasser de l'entreprise pour X ou Y raison, eh bien, elle revient aux salariés. Donc, il y a possibilité de le faire tout de suite là, au cœur du capital, c'est-à-dire le capital par action, et puis d'une manière plus progressive. Même chose pour l'élection des cadres. Est-ce qu'il faut d'un seul coup dire à tous les cadres, encadrement au sens large, c'est près de la moitié du salarié en France, même si les cadres encadrants, c'est beaucoup moins. Est-ce qu'il faut leur dire d'un seul coup, non, tout est remis en cause, vous allez passer à l'élection? Ça peut se discuter, mais l'option plus souple qu'on a proposée, c'est de dire, quand quelqu'un s'en va, qu'il soit quitte l'entreprise, soit quitte son poste pour aller vers un autre poste, eh bien, on passe à l'élection. Et ça, pour toutes les entreprises. Donc, ça a permis d'introduire progressivement, ça ne veut pas dire du jour au lendemain, dans un pays, il y a des élections générales des cadres, mais au fur et à mesure des mouvements. Alors, peut-être que ça mettra 10 ans, 20 ans, 30 ans à se faire, mais ça permet de le faire sans heurter de front. Alors, ça peut paraître un peu simple, gentil, d'une certaine façon. C'est quand même une révolution fondamentale, un véritable changement, une transformation sociale en profondeur. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut être très prudent quand on transforme en profondeur la société. Plus il y a de gens qui sont mécontents, moins ça a de chance d'aboutir. Donc à un moment, il faut réussir à cibler qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'il faut changer tout de suite, et qu'est-ce qui peut changer plus progressivement, de manière à ne pas s'aliéner complètement une partie substantielle de la population. Et ça, on le voit de toute façon, dès qu'on commence à parler de suppression de la bourse, de démocratie dans l'entreprise, les résistants ne sont pas tellement en disant on va spolier ces pauvres grands actionnaires multimillionnaires, mais c'est plutôt mon copain qui a monté sa petite boîte, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est une question légitime après tout. Donc, on essaie aussi de formuler des réponses qui sont sans doute insuffisantes d'une certaine façon pour aller en profondeur, qui mettent du temps, qui sont peut-être illégitimes, parce qu'on se trouve dans une situation où on dit il est illégitime de commander quelqu'un simplement par son droit de propriété, et en même temps le maintenir pendant un certain temps, cette illégitimité. Mais si ça marche au bout du compte, effectivement, on n'en sera pas mécontent. Et on en sera sans doute plus content que si, parce qu'on a accumulé les mécontents, eh bien, on se trouve dans une situation où
se heurte à une contre-révolution. Donc il faut l'anticiper. Et une grande partie de notre réflexion à l'Institut mixte ouvrière, ce qui a été les réflexions depuis cet été au Congrès, c'est justement comment on anticipe un petit peu toutes ces résistances et comment on formule nos propositions de manière à ce que ça fonctionne. Alors évidemment, aujourd'hui on est une petite organisation, mais on espère qu'avec ce discours renouvelé, ce discours formulé d'une manière qui est sans doute plus proche de la manière dont les gens s'expriment, de la manière dont les gens le ressentent, eh bien, populariser cette idée et que dans les années à venir, ça va être un débat central. On le voit de toute façon déjà, des débats, ça s'est formulé de tout un tas de façons, on le voit dans les milieux tout logiciels libres, on le voit dans les gens qui s'intéressent aux questions coopératives, on voit des reprises d'entreprises sous forme coopérative. Le débat, il est là. Ce qu'on souhaite, c'est lui donner une centralité politique. Aujourd'hui, on voit des gens qui peuvent critiquer le capitalisme, mais est-ce qu'ils proposent réellement de dire aux actionnaires, vos actions ne valent plus rien, votre bourse, elle est fermée, vos entreprises, elles sont gérées par les gens qui y travaillent.